préface quand même. Elle a édité le livre, oui, mais je l'ai écrit. Barbara enseigne à Paris 3, donc elle est maître de conférence HDR. Et c'est à l'occasion de cette habilitation qu'elle a présenté pour la première fois cet ouvrage qui s'appelait Zombie, une fable anthropologique. Au terme de la lecture, en fait, et même pendant la lecture, puisque j'étais obligée, hein, j'ai pu regarder les films de zombies, les films de Romero, sans angoisse. L'idée au départ, c'était d'essayer, enfin c'est resté l'idée jusqu'au bout, de rendre compte de tous les imaginaires qui travaillent ce motif ultra contemporain. Alors j'aurais pu aller le chercher aussi dans les jeux vidéo, où il y en a beaucoup aujourd'hui, en BD, dans les séries. Bon, je m'en suis tenue en gros au cinéma, mais voilà, essayer de comprendre ce motif de cinéma un peu d'auteur pour Romero, mais en fait Romero il est un peu présent dans l'ouvrage. Il y a quelques films qui ont été très importants, mais je pense que les films les plus importants, c'est peut-être pas ceux de Romero. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir par exemple à travailler sur 28 jours plus tard, 28 Days Later de Danny Boyle, qui m'a vraiment beaucoup aidé en fait à penser le motif. Un autre film, alors peut-être moins digne encore, c'est Dead Hit, Flic ou Zombie de Margot Blatt, qui s'occupe de Margot Blatt, je ne sais pas trop. J'avais l'impression d'un motif très stratifié, chargé de beaucoup d'images antérieures, et je voulais essayer de comprendre comment il remettait en scène en fait ces images. Donc c'est vrai que le premier ensemble d'images le plus important sans doute, c'est les traités d'écorchés, donc les traités d'anatomie de la Renaissance. Mais à chaque fois la question, donc ça c'est le premier chapitre, après il y a donc la question du concept de corps sans organes, produit par Deleuze et Guattari. En fait, c'est un concept complexe, mais je ne veux pas minimiser le travail que j'ai eu à faire, mais c'était assez évident en fait de le convoquer pour travailler le motif, parce que en gros ce que disent Deleuze et Guattari, en reprenant les paroles un peu folles d'Antonin Artaud, c'est le corps sans organes, c'est quoi? C'est un corps qui dit je ne veux plus de cet organisme et de son fonctionnement régulier. Voilà, je veux être autre chose que cette espèce de fonctionnement normé, voilà, régulier de l'organisme. Alors on sait bien, nous, qu'en dehors de ce fonctionnement régulier-là, on n'est rien. Mais bon, c'est un concept, c'est une espèce d'utopie en fait corporelle, un corps qui tout à coup a des organes qui ne fonctionnent plus, qui refusent de se plier à la logique régulière de l'organicité. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est de voir comment, en fait, dans la plupart des films, le motif combine ou associe l'automate psychique, ou le corps sous hypnose, et l'automate mécanique. L'automate mécanique n'étant au fond que la partie un peu apparente de l'automate, mais voilà. Et c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, il y avait, à mon avis, pas beaucoup de motifs avant celui-là qui avaient aussi exemplairement noué ces deux façons d'être un automate ou d'être un corps automate. Et puis le dernier chapitre, toujours pour sonder un peu les imaginaires de ce motif-là, sur la vanité, parce que, ce sont quand même des cadavres, et c'est la grande différence avec le vampire. Et à partir du moment où le motif s'avance comme ça tellement, sous son allure de cadavre, il envoie à la face du spectateur une espèce de signal qui est le message de toute vanité, à savoir tu vas mourir. Ça, c'était un chapitre assez ludique, parce qu'il engageait aussi une réflexion sur, si on reconduit, disons, la tradition des vanités en cinéma, évidemment un tableau, ça a un fonctionnement un peu particulier, les motifs sont tous rassemblés sur le même plan de composition, statique, et le cinéma, lui, il peut par exemple dispatcher les motifs dans le temps, ce qui rend la vanité plus difficile à saisir, parce que quand il y a un premier motif, la bougie qui apparaît au deuxième plan, le crâne, qui est l'autre grand motif emblématique des vanités, qui apparaît 25 minutes plus tard, on peut se demander si le spectateur va pouvoir saisir. C'est la construction analytique en fait qui peut tout rassembler, tout nouer. Donc j'ai bien aimé ce chapitre-là, parce que il m'obligeait à réfléchir sur une chose qui traverse de toute façon aussi le bouquin, qui est l'interaction entre des médiums différents. Alors je l'ai fait aussi avec le traité d'anatomie, parce que bien sûr, si l'écorché revient dans le zombie, le traité d'anatomie, lui, il ne revient pas. C'est clair que les zombies au cinéma, ils ne servent pas du tout la description du corps humain. C'est un motif qui a beaucoup été étudié jusqu'à maintenant, mais soit de façon un peu sociopolitique, reflet de quantité de choses,
du consumérisme avec Zombie, le deuxième Romero, enfin voilà, comme une espèce d'éponge en fait qui serait porteuse de tout un tas de grandes questions sociales. Bon, moi je voulais vraiment le travailler dans une perspective un peu plus esthétique. Et notamment, ce qui était important, c'était aussi de couper en fait les films des contextes qui ont vu leur apparition. Parce que, évidemment, quand on dit, par exemple, Zombie, le deuxième Romero, est un film qui reflète donc une espèce d'état du capitalisme, en fait, un peu contemporain de la réalisation du film, bon, on rapporte le film à son contexte, ça permet d'en dire un certain nombre de choses, mais ça fait qu'il y a d'autres choses aussi qu'on ne voit pas. Donc il y a eu une espèce de décret, de méthode, un peu, qui n'était pas une pétition anti-histoire, vraiment, bien que je ne sois pas du tout historienne, mais un peu anti-contexte, voilà, de couper le motif, chacun des motifs de chacun des films convoqués, du contexte de fabrication, de réalisation, d'oublier tout ça, pour justement s'ouvrir à ces imaginaires qui sont bien antérieurs, en fait, au contexte des films. Et là, j'ai eu des grosses surprises, par exemple, une de Laurence Le Sey, mais une des grandes surprises a été, en travaillant sur le film de Danny Boyle, de voir que c'est un film qui est, je crois, vraiment fondamentalement en prise avec le très grand ensemble pictural, je ne sais pas comment on peut nommer, enfin les fresques peintes par Ambrogio Lorenzetti au Palais Ducal de Sienne, j'espère que je ne dis pas de bêtises, donc qui s'appelle Les effets du bon et mauvais gouvernement, qui sont une espèce de constat en fait politique très, très rigoureux, contemporain au XIVe siècle, et de voir que le film de Danny Boyle était beaucoup plus finalement en prise avec un ensemble pictural antérieur de plusieurs siècles qu'avec ce qui se passait en Grande-Bretagne au moment de la réalisation du film. J'ai pas travaillé que sur des films, évidemment, comme l'idée c'était aussi de croiser des régimes d'images un peu différents. Il y a plein d'images qui interviennent, qui ne sont pas du cinéma, traité d'anatomie, peinture, il y a un clip vidéo, enfin c'est pas le bazar, hein. Mais c'est quand même assez multiple, disons, pour ne pas dire hétérogène. Et notamment, j'en suis passée par une photo que je trouve, tout de cet artiste est exemplaire. C'est un artiste qui est encore très important aujourd'hui, qui est Jeff Wall, et qui a fait une photographie, une des rares photographies où il y a des zombies. Elle est très connue, elle s'appelle Conversation de troupes mortes. Je crois qu'on l'a reproduite. Oui. Enfin bon, c'est une petite reproduction, elle est en couleur, elle est grande, où il imagine en fait un bataillon de soldats, la troupe morte. Oh, coucou Rosemary, ça c'est trop bien. Qui se réveille, j'ai rien dit sur l'automateur, qui se réveille après la mort. Et on voit en fait, il y en a un, et je sais plus, il est sur le bango, il a sa main comme ça sur son visage. Et ça, c'est vraiment une allusion à Dürer, donc le grand peintre de la mélancolie, enfin, le grand artiste. L'autoportrait avec un bandage de Dürer, c'est vraiment... Donc je pense que par ce biais-là, enfin en tout cas Jeff Wall inscrit la mélancolie dans le corps zombie. Il fait d'un des zombies de sa photographie un corps, une créature mélancolique. Donc c'est l'indice que la question est là, mais je ne l'ai pas creusé davantage. Mais je serais assez tentée de faire confiance à Jeff Wall. J'aime beaucoup le livre, je suis très contente de l'avoir fait vu ce que ça m'a coûté. Enfin, j'y ai laissé quelques cervicales, 5 années de ma vie. J'ai eu un plaisir fou à écrire le chapitre sur l'automate parce qu'il a été plein de découvertes. J'étais allée voir un peu Edison parce que son rapport à l'automate, etc. Il a construit pas mal de choses. Je sentais bien que la question l'intéressait. Et en lisant ses mémoires, il y a un chapitre, le dernier, c'était plus du tout sur les machines qu'il avait pu construire, automates ou quoi, ou autres d'ailleurs, parce que c'était sur la vie après la mort. Et il a toute une théorie sur la vie après la mort qui est totalement en prise avec les théories cellulaires en biologie, où il dit en gros, on a tort en fait de considérer l'homme comme un individu au sens un corps singulier, avec une personnalité, etc. Parce que fondamentalement, le corps, c'est pas ça. Fondamentalement, le corps, c'est des cellules. Et puis un jour, elles s'assemblent, elles font vous, elles font elles font... Mais quand l'individu meurt, en fait, les cellules, elles ne meurent pas. Il les appelle des petites unités de vie. En tout cas, elles peuvent se désassembler et se réassembler pour faire quelqu'un d'autre. Ce qui est important en fait pour lui dans l'homme, et dans cet assemblage de cellules, c'est l'idée d'anonyme. Les cellules, il dit, elles sont anonymes, les unes par rapport aux autres. Et je trouve que quand on voit, en particulier chez Romero, dans le cinéma de Romero, quand on voit
cette masse ou cette horde de zombies, ils sont en un sens tous ensemble, cette espèce d'assemblage de cellules, tous plus anonymes les uns que les autres. Alors c'est variable parce que parfois chez Romero, de film en film, en fait parfois il tente de les individualiser. Et tout à coup on en a un, on va dire tiens c'est le chef noir, tiens c'est la majorette. Même quand il les individualise, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du type. C'est pas la singularité vraiment d'un homme particulier, bon, c'est une espèce d'archétype. Mais sinon la plupart du temps ils sont pas individualisés, ils sont une espèce de masse comme ça anonyme, avec des composantes qui pourraient presque être interchangeables, exactement en fait comme les cellules dans le corps décrites par Edison. Donc j'ai eu une rencontre avec Edison. Je me souviens même très bien du jour où j'étais en bibliothèque, où j'ai commencé à lire Edison, et je me suis dit, mon Dieu, chez lui il y a l'automate, il y a la question de l'utopie aussi. Alors c'est une question aussi qui est très importante dans le bouquin, parce que, alors là c'est parti d'un truc, un jour je me suis rendu compte que quand même les 3/4 des films sur lesquels je travaillais, par exemple Land of the Dead de Romero, un des pas le plus récent, à mi-tétralogie, je ne sais plus à combien il en est, enfin à mi-parcours, mais aussi 28 jours plus tard qui se passe en Angleterre, Carnival of Souls qui se passe aussi sur une île. Bon, beaucoup de ces films-là se passent sur une île. Évidemment, les zombies vaudous aussi, qui sont souvent en cadre plus ou moins haïtien, donc aussi logés sur une île. Je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que le zombie est comme ça mis sur une île ? Bien sûr, la question de l'utopie, il n'a pas fallu longtemps pour que je me dise, tiens, mais il y a l'île d'utopie quand même de Thomas More. Ces films-là proposent un autre modèle, en un sens, de société, mais évidemment pas, c'est pas du tout cette société heureuse, égalitaire, encore que l'anonymat, en fait, des zombies les uns par rapport aux autres, ramène en un sens les hommes à une espèce d'égalité, mais en les descendant vers le bas, quoi, c'est à minima. Mais voilà, donc... je pense que à la fois c'est un corps utopique, mais qu'il est aussi le porteur d'une question utopique, au sens d'une société utopique plus fondamentale. Bon, il y a des illustrations qui marchent bien en fixe, mais là, évidemment, on est obligé d'arrêter. Mais c'est vraiment des automates. C'est, tu sais, la tradition des automates petits métiers, quoi. Donc là, on a la paysanne, le bûcheron, je sais plus ce qui... Le facteur. Sans arrêt le même geste. Voilà, en boucle, ils sont enchaînés de façon, on voit un peu la chaîne, donc ils recommencent en boucle leur parcours. C'est la définition minimale de l'automate. Les fins sont vraiment hyper importantes, mais je dirais que même quand elles sont ouvertes, elle laisse quand même planer la menace. Elle n'est jamais... voilà. Bon, il y a une raison à ça toute simple, c'est que souvent il faut faire une suite. Donc il ne faut pas rendre impossible en fait la suite. Et alors comment est-ce que tu expliques que Romero finalement se soit arrêté là moi je crois qu'il s'est arrêté provisoirement. Je crois qu'il ne s'arrêtera qu'avec sa mort. Quand on réinvente comme ça le motif du zombie, c'est presque une obligation. Tu peux pas... voilà. On ne sait jamais. Dans la vanité, il y a souvent... Il y a deux temps qui sont représentés. Quand on a le crâne ou n'importe quel autre élément squelettique ou du cadavre, ça réfère à un temps qui est le nôtre, le temps du vivant, et donc aussi le temps des choses mortelles. Et puis quand on a l'horloge, ou n'importe quelle autre machine automate, là, c'est un autre temps. C'est un temps qui peut se répéter, cyclique. C'est un temps qui n'est pas du tout en prise avec la logique du vivant. Voilà, c'est un temps mécanique qui est une aberration en fait pour le vivant. On peut en être très jaloux, mais voilà. Et je me suis dit, quand on va au cinéma, on est confronté au film, 1h30 d'un film, qui va repasser le lendemain peut-être à la même heure, qui repassera pareil. C'est ce temps automate, qui est le temps de l'horloge, qui peut se reproduire indéfiniment. Mais il y a une chose par contre qui n'est pas répétable, c'est mon temps à moi, de corps devant le film. C'est en ça que pour moi le cinéma produit en fait, comme médium, une expérience qui est celle de la vanité, indépendamment, même sans zombie. Enfin, je veux dire. Après, quand il y a un zombie dans le film, d'une certaine façon, ça rejoue à l'intérieur du film cette expérience spectatorielle face au film. Et du coup, ça fait du cinéma un médium vraiment, vraiment particulier. J'avais une question sur l'île, sur la question de l'île. Pourquoi les zombies se trouveraient dans une île? Et je me demandais... tout en sachant que Romero, c'est Pittsburgh, c'est ma ville de naissance. Oh non, c'est pas vrai, je ne savais pas. si, ça m'a beaucoup frappé, c'est depuis les 2 premiers films. Mais une île, est-ce qu'il y a un rappel des zombies haïtiens? Oui. Est-ce qu'il y a une résonance ethnique? Alors oui, je vais répondre par petits bouts. D'abord, au
début du cinéma, les premiers zombies de cinéma sont clairement inscrits en cadre vaudou. Dans le plus célèbre, c'est non, c'est pas King of the Zombie, c'est White Zombie de Victor Alperin, 32 je crois. Clairement, le zombie est en cadre vaudou. Alors, on pourrait se dire qu'à un moment donné dans l'histoire du cinéma, et ça serait pas faux, le zombie a déserté un peu le cadre vaudou pour intégrer d'autres cadres, d'autres milieux, d'autres univers fictionnels. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. D'abord, il faut rappeler que quand il est en cadre vaudou, il n'est pas en cadre vaudou en cinéma comme il l'est dans les ouvrages d'anthropologie traitant du vaudou. C'est-à-dire que j'étais très surprise en lisant le livre d'Alfred Métro sur le vaudou en Haïti, de voir que le zombie n'est pas grand-chose en fait dans le vaudou. C'est un genre d'idiot, quoi. Il est là, mais à côté, il ne participe pas au rite, par exemple, ou au rituel, il n'est pas super important, en fait. Il n'est pas attaché aux grands esprits du vaudou, enfin, il est, voilà. Donc, ce qui passe au cinéma, c'est une espèce de cadre vaudou qui donne tout à coup aux zombies une place beaucoup plus grande que ce qu'il avait, à mon avis, dans la culture vaudou. Dans Zombie de Romero, donc vous l'avez vu, le film, donc, ils sont dans le centre commercial et à un moment donné, alors on va mettre en branle les automates, alors là c'est très beau la séquence, les personnages activent le système électrique du centre commercial, alors là les escalators se mettent en marche, les vitrines s'ouvrent, les mannequins dans les vitrines se mettent à tourner et les zombies aussi, là c'est merveilleux, c'est vraiment une grande machine automate qui se met en branle, et il y a une vitrine. C'est furtif, hein. Si vous allez rechercher dans le film, on voit s'ouvrir comme de petits rideaux. Et derrière, on voit, alors je crois que c'est un cavalier, en fait, chevauchant un cheval cabré. Et ça, c'est vraiment un motif qu'on trouve sur plusieurs drapeaux vaudous en Haïti. Après, il y a plus explicite. Par exemple, on sait que dans le vaudou, ça c'est Alfred Métro qui le dit dans son livre, il y a... une chose importante sont les loas, les esprits. Eux sont vraiment au cœur du truc, du rituel. Et notamment, il y en a beaucoup qui sont aquatiques. Il y a vraiment quantité d'esprits, de lois qui sont aquatiques. Et il y a beaucoup de films de zombies alors qui font du zombie une créature vraiment aquatique. Alors dans White Zombie justement c'est le cas, ils sont sans arrêt dans l'eau et puis ils sortent. C'est revenu chez Romero dans Land of the Dead où on les voit à un moment donné, ils traversent en fait le fleuve qui les sépare de l'île où vivent les gens très riches et tout. On les voit. Et il y a aussi un autre film sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler aussi, mais j'ai encore des questions que j'ai pas. Enfin, il y aura toujours des questions à régler. Je crois que c'est Shockwaves de Ken Wiederhorn, où les zombies, alors eux, ils vivent continuellement dans l'eau. Ils sont des espèces de fossiles marins. Ils sont comme ça pris dans des rochers. Et de temps en temps, ils sortent de l'eau pour venir embêter un peu, enfin c'est leur boulot de zombie, hein, pour venir un peu embêter les gens qui se sont réfugiés sur l'île. Là aussi, c'est une île après le naufrage. Mais voilà, donc je pense que la question du vaudou est restée, mais pas comme question vraiment culturelle ou ethnique. C'est tout dilué en fait. Je le dis, enfin, c'est un jeu de mots avec l'eau, mais c'est tout. Voilà. Et moi, ça m'intéresse vraiment aussi beaucoup quand le motif, le voyage du motif dans le temps. Parce qu'un motif, c'est tout sauf un truc stable. Ça perd certains de ses attributs, ça en récupère d'autres, ça cesse pas en fait de se défaire pour se refaire. Donc c'est pour ça que l'idée c'était à la fois de choper un peu les constantes du motif, mais aussi de voir comment ça change, comment ça bouge, de film en film, et aussi dans le temps. Il y a 4 choses qui composent fondamentalement ce corps-là. Le corps sans organe, la vanité, hein. Mais en proportion variable, il y a des films où c'est plutôt une, des films où c'est plutôt autre. Et puis dans le temps, voilà, ça bouge tout le temps, ça se défait. J'ai arrêté en fait cette composition pour les besoins du livre, mais je pense que je peux m'y remettre dans 5 ans, et il y aura peut-être une autre composante qui sera devenue très importante et qu'il faudra prendre en compte maintenant. Enfin, après, il y a la question de la fiction aussi, parce qu'il y a beaucoup de... c'est un des autres enjeux vraiment du livre, c'est de réfléchir. Il y a la question de la fable, bon ça c'est autre chose, mais la question de la fiction, de voir comment toutes ces origines du motif, le traité d'anatomie, sont mises en fiction. Et donc parfois c'était difficile aussi de repérer tel ou tel imaginaire ancien, tel ou tel régime d'image ancien, parce que la fiction le travestit, en joue à le déguiser. Je dois dire que celui-ci, c'est pour ça que j'ai été enthousiaste la première lecture, tout en n'ayant aucune affinité avec cet univers. C'est vraiment quelque chose de fascinant et
Donc toutes les personnes auxquelles j'en ai parlé dans la maison d'édition étaient partantes. Je vous propose qu'on continue autour d'un petit verre. Oui, allez, ça va. Bravo. Merci.